Surtout, on vous demande de ne pas donner vos prénoms, vos noms et les noms des entités pour lesquelles vous travaillez parce que le petit déjeuner est filmé, retransmis en direct. Donc, pour ces raisons-là, on vous demande d'intervenir si vous le souhaitez, mais sans donner vos noms ni les noms des entreprises pour lesquelles vous travaillez. Donc, le sujet du petit déjeuner, Pâques et marques, anticiper pour mieux innover. En effet, cette année a été marquée par un accord provisoire du 21 avril 2015 entre la Commission européenne, le Conseil européen et le Parlement européen, qui a été approuvé le 10 juin 2015 par le Comité des représentants permanents du Conseil et qui porte sur cette réforme qui est en cours sur le droit des marques au sein de l'Union européenne. Alors cet accord s'inscrit en fait dans un processus qui a commencé en 2007 lorsque le Conseil européen a invité la Commission à évaluer le fonctionnement global de la marque communautaire et du système du droit des marques au sein de l'Union européenne. Donc, ce processus a été ponctué par un certain nombre d'audits, de consultations, et il y a notamment une grande étude qui a été menée par l'Institut Max Planck, qui a été édite entre 2009 et 2011. Et sur la base de ces consultations, la Commission européenne, le 27 mars 2013, a proposé un ensemble d'initiatives pour rendre le système global des marques au sein de l'Union européenne moins cher, ça c'est un premier objectif, des systèmes d'enregistrement plus rapides, plus efficaces, plus prévisibles, et puis pour renforcer, améliorer la protection des marques à l'égard de la contrefaçon, notamment avec les régimes douaniers. Il y a un certain nombre de mesures qui sont prévues pour renforcer cette protection. Alors, ce sont ces propositions qu'on va vous proposer d'étudier aujourd'hui, parce que selon les communiqués de presse qui ont fait valoir cet accord provisoire de cette année, eh bien, les principales orientations de cet accord provisoire se retrouvent déjà dans ces propositions de la Commission de 2013. Donc, quand les textes ce sont ces textes qui vont nous servir d'études pour anticiper ce qui va se passer l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, d'un point de vue procédural, que va-t-il se passer? En tout cas, dans les mois qui suivent, eh bien, la commission juridique du Parlement européen va approuver l'accord provisoire qui a été voté en avril dernier. Ensuite, le Conseil européen va donner son accord politique. Ensuite, les textes vont être mis au point par les différents juristes linguistes au sein de l'Union européenne. Et les textes vont passer devant le Conseil qui va donner son accord politique. Et enfin, il va y avoir une deuxième lecture par le Parlement européen. Voilà les étapes procédurales qui vont se dérouler par rapport à ce paquet marque. Alors, pourquoi parle-t-on d'un paquet? Alors, le plan de notre intervention aujourd'hui est le suivant. Nous allons tout d'abord vous présenter pourquoi l'on parle d'un paquet marque, son contour et ses définitions. Et puis, ce qu'il contient dans ses grandes orientations et les influences qu'ils ont sur la manière dont on doit aujourd'hui réfléchir sur la manière de protéger et de défendre ces marques. Parce qu'on doit adopter de nouveaux réflexes. Tout n'est pas bousculé, mais il y a quand même certaines modifications qui influent sur la manière de gérer un portefeuille de marque dans sa construction et dans sa défense. Donc, il y a une redéfinition du périmètre de protection, il y a la refonte des processus d'enregistrement de marque, une clarification des droits conférés par la marque et de nouveaux moyens d'action qui sont envisagés dans ce fameux paquet marque. Alors, paquet marque, son cadre juridique et ses enjeux. Alors, aujourd'hui, on est dans un cadre juridique qui est dual avec des marques nationales et une marque communautaire. Marques nationales qui, au sein de l'Union européenne, sont harmonisées pour un certain nombre de règles qui se trouvent dans une directive qui a codifié l'ancienne directive de 1988, c'est une directive 2008-95, c'est la directive actuelle, qui a été transposée dans le Code de la propriété intellectuelle et
cette directive fait partie de ce fameux paquet marque pour lesquels un certain nombre de propositions de modifications ont été formulées par la Commission en 2013 et sont actuellement en cours d'examen. Donc, système dual, on a également la marque communautaire, donc marque communautaire qui s'appellera dans les prochaines années marque européenne. Cette marque communautaire couvre l'intégralité des pays de l'Union européenne, aujourd'hui 28, et elle est organisée elle est régie par un règlement communautaire qui actuellement c'est le règlement 207/2009, mais qui succède également à un règlement plus ancien qui l'a codifié, et également un règlement sur les taxes que l'on paie auprès de l'OHMI. Et ce règlement fait également l'objet de ces modifications au sein du paquet marque. Donc quand on dit paquet marque, en fait, c'est parce qu'il y a une proposition de modification du règlement sur la marque communautaire et il y a une proposition de modification de la directive qui harmonise les droits nationaux au sein de l'Union européenne sur la marque. Alors, quels sont les enjeux de ce paquet marque, de cette réforme, les enjeux qui sont affichés? D'abord, promouvoir l'innovation et la croissance. Ça, c'est quelque chose qui revient dans les textes qui présentent ce paquet marque, avec une simplification des procédures, c'est un objectif, une diminution des coûts, on va voir comment cette diminution des coûts existe, et un renforcement de la coopération entre les offices au sein de l'Union européenne. Ça, c'est également un élément fort, on ne va pas vous le présenter, mais sachez qu'un objectif de cette réforme, c'est de renforcer la coopération entre les offices nationaux, l'OHMI, et entre les offices nationaux également entre eux, pour harmoniser un certain nombre de pratiques et dans cet objectif d'éviter cette distorsion qui existe encore actuellement dans l'interprétation du droit harmonisé sur les marques. Il y a des pratiques nationales qui sont divergentes et qui ne facilitent pas la sécurité juridique. Donc, et le deuxième objectif, c'est renforcer précisément cette sécurité juridique en mettant à jour un certain nombre de dispositions qui sont obsolètes. Un exemple, actuellement, il est possible de déposer une marque communautaire via votre INPI, par exemple, via votre office national. Cette disposition, dans les faits, n'est pas du tout appliquée, donc elle va disparaître. Dans les faits, on s'aperçoit qu'on dépose directement auprès de l'OHMI, l'office en charge de marque communautaire, on ne passe pas par l'office national. Renforcer la sécurité juridique, c'est également clarifier des règles, un certain nombre de règles, en prenant en compte la pratique jurisprudentielle, en tenant compte des règles qui ont été dégagées par la jurisprudence communautaire. Et puis, renforcer la sécurité juridique, c'est renforcer la lutte contre la contrefaçon, et notamment avec le transit douanier. Et puis, le dernier objectif, c'est tendre vers un marché unique des droits de propriété intellectuelle. Et là, dans cette réforme du paquet marque, ce n'est pas un hasard si deux textes sont réformés, c'est-à-dire la directive d'harmonisation du droit des marques sur l'ensemble de l'Union européenne et le règlement sur la marque communautaire. Parce que l'on voit que dans les deux textes modifiés, eh bien, il y a un alignement des règles qui s'appliquent à la marque communautaire et aux règles qui vont régir les marques nationales. Alors, l'enjeu, voilà les enjeux. En revanche, il y a une chose qui reste, qui demeure, c'est qu'on aura toujours ce système dual des marques nationales et des marques communautaires. Pourquoi? Parce que d'abord, dans les faits, un chiffre, en 2013, une étude a été faite sur l'ensemble des marques qui sont protégées au sein de l'Union européenne. 10% sont des marques communautaires, donc des marques qui couvrent automatiquement l'Union européenne, et le reste, 90%, sont des marques nationales. Donc ce système où il y a une dualité entre marques nationales et marques communautaires est un système qui répond à un besoin. Tout le monde n'a pas besoin d'être protégé sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. On a besoin d'avoir une protection qui permet d'être uniquement protégé dans un ou plusieurs pays de l'Union européenne sans avoir à passer par la marque communautaire. Donc ça, c'est quelque chose qui reste. En revanche, ce qui va changer dans un premier temps, c'est le périmètre de protection
Alors, au sein de ce petit déjeuner, il y a beaucoup de choses quand on voit dans les textes, il y a beaucoup de choses qui sont modifiées. Virginie et moi, on a décidé de cibler le petit déjeuner sur des éléments qui, dans votre vie concrète de tous les jours de juriste, vont avoir un impact. Donc, tout n'est pas abordé dans ce petit déjeuner. On a essayé d'orienter vers des choses très concrètes. Alors, la première chose très concrète, c'est la définition, le périmètre de protection de vos marques qui est redéfini au sein de ce paquet marque tel qu'il est envisagé actuellement. D'abord, avec la redéfinition de ce qu'est une marque, avec une prise en compte des notions de marque collective, de marque de certification, une meilleure prise en compte de la protection des indications géographiques et mentions traditionnelles, et tout ça pour aboutir à des recommandations que je formulerai à la fin de cette partie. Alors, actuellement, la marque, comment est-elle définie? La marque est définie comme un signe qui est susceptible de représentation graphique. Et ce signe est susceptible et propre à distinguer des produits ou des services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Mais il y a cette condition incontournable actuelle que ce signe doit être susceptible de représentation graphique, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir être représenté sous forme de lignes, de courbes, donc concrètement, il doit pouvoir être représenté sous forme de mots, de logos ou de chiffres. Ce qui fait qu'actuellement, il y a un certain nombre de signes qui ne peuvent pas être enregistrés à titre de marque et il y a toute une jurisprudence au sein de l'Union européenne sur les odeurs. Les odeurs, actuellement, ne peuvent absolument pas être protégées par un droit de marque. Pourquoi? Parce que dans un arrêt qui s'appelle Dickmann de 2002, la Cour de justice des communautés européennes a considéré que la représentation d'une odeur ne pouvait pas être faite sous forme de représentation graphique qui soit suffisamment claire, qui soit suffisamment objective, durable, précise. Parce que quand on parle de représentation graphique, il faut prendre en compte la jurisprudence qui a interprété cette condition de représentation graphique. Cette représentation graphique, actuellement, elle doit obéir à des caractéristiques de clarté, d'objectivité, de durabilité et d'accessibilité au public. C'est-à-dire que le public doit pouvoir comprendre la représentation graphique qui est faite. Et dans l'arrêt Dickmann, qui s'est prononcé sur la protection d'une odeur à titre de marque, le déposant avait déposé l'odeur avec 3 éléments. Il avait décrit l'odeur sous sa forme verbale. Alors, sa forme verbale, c'était une odeur bergamotée avec un certain nombre de caractéristiques qu'il avait ajoutées. Il avait déposé la forme chimique de l'odeur et il avait déposé l'échantillon. Mais malgré ces 3 représentations graphiques ou 3 éléments pour décrire l'odeur, la Cour de justice a considéré, que l'échantillon, ce n'était pas une représentation suffisamment durable, puisque l'odeur dans un échantillon, à un moment donné, ça va s'évaporer. La formule chimique, elle n'est pas accessible au public. Tout le monde n'est pas capable de comprendre ce qu'une formule chimique peut signifier en termes d'odeur. Et la description verbale, une odeur bergamotée, chacun a sa propre perception et donc ce n'est pas objectif, pas suffisamment objectif. D'où, voilà, un exemple parmi d'autres, l'odeur actuellement ne peut pas être déposée à titre de marque. Prenant en compte cette difficulté, alors, autre exemple, par contre, les sons peuvent être représentés graphiquement. On considère actuellement un son peut le représenter sous forme d'une portée musicale ou sous forme d'un sonogramme. Un sonogramme, ce sont la représentation des ondes. Simplement, quand je suis face à un sonogramme, je ne suis pas certaine de comprendre le son que ça produit. Si je ne suis pas musicien, la portée musicale, ce n'est pas certain non plus que je puisse considérer que cette représentation graphique est accessible. Donc, il y a quand même cette interprétation de la représentation graphique, elle pose un certain nombre de difficultés actuellement, reconnues par l'ensemble des offices, de sorte que dans les nouvelles dispositions de 2013, les propositions de la Commission de 2013, qui font suite, je vous rappelle, un certain nombre de concertations au sein de l'ensemble de l'Union européenne, il est considéré que la marque, dorénavant,
ce sera un signe qui doit être propre à distinguer les produits et services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. Donc ça, on garde cette condition. Et deux, c'est un signe qui est susceptible, propre à être représenté d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire. Alors, si je reprends mes deux exemples, par exemple, pour le son, si on prend ça, pour le son, on pourra maintenant déposer, par exemple, le son, non pas sous forme d'une portée musicale d'un sonogramme qui respectait la représentation graphique, mais on pourra le déposer sous forme d'enregistrement, ce qui sera beaucoup plus perceptible pour le public, accessible. A priori, l'effet positif de cette nouvelle définition, c'est qu'on va pouvoir étendre les possibilités de protection d'un certain nombre de signes qui servent dans la communication d'une entreprise. On va pouvoir les protéger à titre de marque. On appelle le dépôt des marques non conventionnelles. Ce ne sont pas des mots, pas des expressions, pas des logotypes. A priori, on pourrait par exemple déposer des odeurs, le goût, le toucher ou toute autre forme de signes qui sont utilisés dans la communication d'une entreprise. Alors, et titre d'exemple, là, une marque de non conventionnelle, mais qui a été enregistrée aux États-Unis depuis un certain nombre d'années. Je vous ai mis le premier slide. En fait, c'est une séquence animée de Sona Pictures, donc des films. Donc là, on a la première représentation du graphisme, mais en réalité, ce qui a été déposé, c'est la séquence animée. Alors, d'ailleurs, quand on regarde les bases de données TMView qu'on trouve sur l'OHMI, on s'aperçoit que d'ores et déjà, on a quand même dans les critères de recherche un certain nombre de marques qui n'étaient pas envisagées encore il y a quelques années. D'ailleurs, il y a la marque olfactive, il y a la marque, il y a les traceurs, il y a les marques en mouvement, les marques multimédia, les marques numériques et même non définies. Donc, les bases de données, en tout cas TMView, prennent en compte ces nouveaux signes qui vont pouvoir être déposés à titre de marque. Toutefois, cette modification de la définition d'une marque qui n'est plus représentée sous forme graphique pose encore des difficultés. L'avenir dira comment ce sera les résoudre, mais en tout cas sur la manière dont on va mener les recherches d'antériorité. Pourquoi? Parce que actuellement, comme les marques doivent être représentées graphiquement, les organismes de recherche auprès desquels on s'adresse ou les bases de données accessibles répertorient des choses qui sont facilement accessibles. Ce sont des mots, ce sont des logos ou des dessins. Donc les recherches sont assez faciles à mener. En tout cas, les bases de données sont construites comme cela. Maintenant, comment ces bases de données vont évoluer, ça je ne le sais pas encore. Comment on aura accès à toutes ces marques qui ne sont pas conventionnelles, qui ne sont pas représentées sous forme graphique. Là, actuellement, il y reste un point d'interrogation. Par ailleurs, deuxième difficulté, comment va-t-on apprécier l'identité et la similarité entre des marques non conventionnelles? Je reprends l'histoire du goût, je reprends l'histoire de l'odeur. Comment va-t-on apprécier dorénavant, s'il y a contrefaçon, lorsque vous déposez une odeur, et si vous vérifiez qu'il y a déjà des odeurs qui ont été déposées à titre de marque, comment va-t-on apprécier cette identité ou cette similarité? À l'heure actuelle, ces questions restent sans réponse. Donc, on verra comment, d'un point de vue technique, on aura des bases de données qui évoluent, mais ce sont des questions qui se posent. Ensuite, si on reprend de manière même plus approfondie, si on prend cette nouvelle condition qui remplace la représentation graphique, la nouvelle condition d'un signe qui pourra être déposé à titre de marque, c'est qu'il doit être représenté d'une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire. Si je reprends l'arrêt Wittmann par rapport à l'odeur, je vous ai dit tout à l'heure que le déposant, il avait quand même déposé, il avait été vigilant, il avait essayé de déposer 3 éléments pour définir vraiment le contour exact de la marque olfactive, un échantillon, une représentation, une description de cette odeur et la formule chimique.
Est-ce qu'avec cette nouvelle définition, on pourra véritablement déposer une odeur à titre de marque? Ce n'est pas certain si on reprend l'interprétation de Larry Dickman, parce que cette représentation graphique, si on remplace représentation graphique par une manière qui permette de déterminer l'objet exact bénéficiant de la protection conférée au titulaire, si on reprend la motivation de Larry Dickman, on aboutira exactement, à mon avis, on est susceptible d'aboutir exactement à la même solution, c'est-à-dire qu'une odeur ne pourra pas être déposée, protégée à titre de marque, puisque la formule chimique, elle n'est pas compréhensible pour le public, par les autorités compétentes. Le flacon, il s'évapore, donc dans un certain nombre, au bout d'un certain temps, on ne connaîtra plus la protection conférée. Et puis la description verbale, elle n'est pas non plus suffisamment précise. On ne peut pas déterminer l'objet exact de la protection. Donc cette modification, elle est a priori, elle a a priori pour conséquence d'élargir le périmètre des signes susceptibles d'être protégés à titre de marque. Toutefois, restez vigilants parce que la nouvelle définition, quand même, pose un certain nombre de conditions. Il faut que la représentation de votre signe permette de déterminer l'objet exact de votre protection, du signe que vous voulez protéger. Alors, pour reprendre peut-être, pour être plus positif, si je reprends cette marque de séquence animée déposée par Columbia Pictures, en l'occurrence, on peut quand même se référer à la description qui avait été faite, puisque la première image de la séquence animée avait été déposée, et puis il y avait une description de la marque, disant que la marque est constituée d'un ensemble d'images qui bougent et qui décrivait en fait toute la séquence animée. Il y a d'autres marques que je n'ai pas représentées où en fait le dépôt était constitué de chaque séquence de marque, de chaque image de la séquence animée. On peut là, pour des séquences animées, on peut considérer que peut-être dorénavant, ça ce sera suffisant pour déposer une marque qui est une séquence animée. Voilà pour la première modification, définition de la marque, redéfinition du périmètre de protection. Qu'est-ce qu'une marque? Une marque, dorénavant, ce n'est plus une marque qui est susceptible de représentation graphique. Deuxième impact sur le périmètre de protection, ce sont les marques collectives de certification. Alors, à l'heure actuelle, les marques, la directive qui harmonise le droit européen, les droits nationaux sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne pour les marques nationales, prévoit la possibilité pour les États de prévoir une protection pour les marques collectives ou marques de certification. Dans quelques slides, je vous exposerai la différence entre les deux, ce que sont ces types de marques. Le règlement sur la marque communautaire n'encadre que la marque collective, la marque communautaire collective. Il n'y a rien sur la marque de certification. La modification actuelle, selon les propositions de la Commission, sont les suivantes. Et la suivante. Pour la directive d'harmonisation, eh bien, les États auront désormais une option pour prévoir une réglementation pour les marques de certification. En revanche, ils doivent prévoir une protection pour les marques collectives. Et pour le règlement sur la marque communautaire, il y a tout un ensemble de textes qui, dorénavant, encadrent, organisent le système de la marque européenne collective de certification. Alors, qu'est-ce qu'une marque collective? Que ce soit dans la proposition de directive ou la proposition de règlement, on retrouve la même définition. C'est une marque qui sert à distinguer les produits ou les services des membres d'une association qui en est titulaire de ceux d'une autre entreprise. Une marque collective, en fait, est une marque qui sert à promouvoir un groupement, une fédération, ou les membres d'une fédération. On a, ou alors, par exemple, des producteurs qui veulent, récemment, il y a eu les producteurs de fraises d'une région de Bretagne qui se sont regroupés pour créer une marque collective fraises j'ai oublié le nom. Plougastel, exactement. Je vais dire Plougastel, mais c'est Plougastel. Donc les fraises de Plougastel.
C'est un exemple parmi d'autres. Donc c'est une marque qui sert à promouvoir les produits ou les services de personnes qui sont économiquement complètement indépendantes les unes des autres, qui sont même concurrentes, mais qui se sont regroupées pour promouvoir ensemble leur activité. Ça, c'est la marque collective. La marque de certification, la définition qu'on trouve maintenant dans la proposition de règlement sur la marque communautaire, c'est une marque qui sert toujours à distinguer les produits et services d'une entité, mais surtout, ces produits et ces services, ils sont certifiés et par le titulaire de la marque. Donc, c'est des marques qui s'insèrent dans un processus de certification. Voilà la différence en fait entre la marque collective et la marque de certification. Alors pour ces deux marques, il y a une obligation identique qui est de déposer un règlement d'usage. Pour la marque de certification européenne de certification, il y a un délai qui est prévu, c'est de 4 mois. Pour l'instant, dans la proposition de directive, il n'y a pas de délai qui est prévu pour le dépôt de ce règlement d'usage, pour le moment. Peut-être qu'il y en aura dans le... En tout cas, de toute façon, ce sera à chaque État de le prévoir s'il le souhaite. Une dérogation qui est identique pour ces deux marques, c'est que normalement une marque qui n'est pas collective ou une marque qui n'est pas de certification ne peut pas être constituée d'une indication géographique qui renseigne sur la provenance géographique des produits ou des services. On considère que dans ce cas-là, cette marque, elle est descriptive. À l'inverse, pour les marques collectives ou marques de certification, il est prévu que ces marques-là peuvent être constituées d'une indication qui désigne la provenance géographique des produits ou des services. Elles ont un régime qui est partiellement identique, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est-à-dire qu'elles ont des motifs, un régime particulier concernant le rejet de la demande, pour l'exercice de l'action en contrefaçon qui ne peut pas être initiée par n'importe qui. Elles ont des motifs de déchéance pour défaut d'usage supplémentaire, en particulier si le titulaire de la marque collective ne fait rien pour faire respecter son règlement d'usage, c'est-à-dire qu'il n'agit pas contre les tiers qui normalement ne peuvent pas utiliser la marque collective parce qu'ils ne respectent pas le règlement d'usage qui a été défini au préalable, eh bien la marque collective et le titulaire de la marque collective est déchu de ses droits. Et puis, une chose qui existe déjà en droit français, qu'on retrouve au sein de la marque européenne de certification, c'est que la marque européenne de certification ne peut pas être cédée à n'importe qui, elle ne peut être cédée qu'à une personne qui respecte les conditions de pouvoir déposer une marque européenne de certification qui sont définies dans le règlement communautaire. Et puis, l'action en contrefaçon est également encadrée pour la marque de certification. Bon là, voilà, c'est ce qu'il faut savoir sans rentrer dans le détail. Dans les grandes lignes, elles ont un régime particulier. Autre périmètre par rapport aux redéfinitions des périmètres de protection, la révision du droit communautaire du paquet marque accorde une meilleure attention, une meilleure protection pour les indications géographiques et les mentions traditionnelles. Alors ça peut être un peu anecdotique, mais actuellement, quelle est la situation ? On a au sein de la directive d'harmonisation un certain nombre de motifs de refus d'une marque parce qu'elle porte atteinte à des droits antérieurs. Mais parmi ces droits antérieurs ne sont absolument pas pris en compte les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, etc. etc. Là, la nouvelle directive prend en compte ces protections particulières qui portent sur les appellations d'origine, les indications géographiques de provenance, les mentions traditionnelles, etc., etc. Et au sein du règlement nouveau sur la marque communautaire, il y a une refonte, parce que le règlement communautaire les prenait en compte partiellement, mais il n'accordait pas une protection équivalente à la protection qui est prévue pour tous ces signes géographiques dans des textes communautaires séparés. Donc la nouvelle réglementation sur le règlement communautaire harmonise la protection qui est prévue pour ces indications de provenance dans des textes particuliers avec le droit des marques sur la marque communautaire. Alors, au vu de ça, quelles sont les recommandations ? Pour vous, concrètement, la principale recommandation est issue du fait que la marque a maintenant une nouvelle définition.
Donc, au sein de vos entreprises, il est important de faire un audit sur les signes qui actuellement ne peuvent pas être déposés à titre de marque, mais qui quand même servent à véhiculer l'image de votre entreprise et qui servent à promouvoir votre activité. Parce que pour vous poser la question de savoir si ils pourraient être au final protégés par un droit qui est le droit des marques, qui est quand même un droit fort, puisque c'est un droit de propriété exclusive, alors que jusqu'à présent, il ne pouvait pas l'être. Ensuite, une fois avoir fait cet audit, c'est de prendre en compte la nouvelle définition du signe qui peut être protégé à titre de marque pour définir une représentation qui est susceptible d'être acceptée par les offices dans le futur. Alors, ce n'est pas une représentation graphique, mais c'est une représentation qui permette aux autorités compétentes, alors autorités compétentes, en fait, les offices de propriété industrielle, et au public de définir exactement l'objet de votre protection. Donc là, autre deuxième étape. Et ensuite, mettre en place une veille, puisque actuellement, les bases de données actuelles ne sont pas forcément tout aussi évoluées que TMView. En tout cas, si on prend, par exemple, les bases de données de l'INPI, pour l'instant, on peut faire des recherches sur des mots ou sur des logos. Mais il n'est pas possible actuellement de voir si on peut faire des recherches sur des odeurs. En tout cas, les bases de données ne mettent pas en évidence. Donc, surveiller les évolutions de ces bases de données, que ce soit des bases de données librement accessibles ou privées, avec des organismes de recherche. Et puis, mettre en place une veille sur les décisions à venir qui vont interpréter cette fameuse représentation acceptable pour les autorités et également comment, dans le futur, on va apprécier le risque de confusion pour les marques non conventionnelles. Voilà pour la première partie. Je propose de passer à la deuxième partie, les deuxièmes éléments qui sont influencés par cette réforme du droit paquet marque. Et ce paquet marque refonde le processus d'enregistrement des marques. Sur plusieurs points, je vous propose d'étudier les taxes, la manière de désigner les produits et les services, l'examen d'office des offices qui maintenant qui est redéfini et la procédure d'opposition. En introduction tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'un des objectifs de la réforme du paquet marque était de rendre le système de taxes moins cher. Quand on parle de rendre le système de taxes moins cher, on vise en fait les toutes petites entreprises. Et un des moyens qui a été conçu dans le cadre de ce processus de réforme, c'est de dire de prendre en compte qu'actuellement, quand on dépose une marque au sein de l'Union européenne, on paie la même taxe qu'on dépose dans une classe, 2 classes ou 3 classes de produits ou de services. Ce qui peut avoir un effet pénalisant pour les personnes morales et les entreprises qui n'ont pas forcément besoin d'avoir 3 classes de produits et services parce qu'elles ont un projet très ciblé et que leurs produits ou leurs services ne rentrent que dans une classe. Donc pourquoi devrait-elle payer le même prix que l'entreprise qui a besoin de 3 classes? Donc le système qui est envisagé, c'est de prévoir qu'il y aura désormais un système de taxes par classe. Donc dès la deuxième, on paie un prix pour la première classe qui sera réduit par rapport au prix actuel et ensuite on paie un supplément dès la deuxième classe. Sachant qu'il y a eu un rapport en France de l'Assemblée nationale qui a proposé la chose suivante, c'est que actuellement pour l'INPI, on aurait ainsi la première taxe serait réduite par rapport à son niveau actuel. Pour les deuxième et troisième classes, il y aurait une évaluation supplémentaire très réduite par rapport à la taxe pour la première classe. Et ce n'est qu'à partir de la quatrième classe qu'il y aurait un surcoût qui, en réalité, serait équivalent au surcoût actuel qui est quand même reste encore minime, qui est de 42 € par classe supplémentaire à partir de la quatrième. Donc à étudier parce que pour l'instant le barème des classes le barème des taxes n'est pas encore fixé. Alors par contre pour la marque communautaire il y a une proposition
qui est paru cette année, qui compare justement ce qui pourrait être appliqué par l'OHMI, qui, entre parenthèses, s'appellerait désormais l'Office pour la propriété intellectuelle au sein de l'Union européenne, et non pas l'agence telle qu'on le voit dans les propositions de directive de 2013. En 2015, on parle maintenant de Office de la propriété intellectuelle dans l'Union européenne. Alors, actuellement, vous voyez, quand on dépose de 1 à 3 classes, pour une marque communautaire, on paie une taxe de 900 euros. Dans le futur, il est possible que pour la première classe, on paie 850 euros et pour la deuxième classe, on paie 50 euros en plus, troisième classe 150 euros et quatrième classe et suivante 150 euros. Ce qui fait qu'en réalité, quand on parle de baisse du coût, c'est une baisse de coût qui ne vise que les personnes qui ne veulent déposer que dans une classe. Parce qu'au final, quand dans la vie réelle, en réalité, on a quand même tendance à déposer dans 2, voire 3, voire 4 ou 5 classes, parce qu'on a un projet qui relève de classes de produits et services qui sont différentes, ne serait-ce que quand vous êtes, par exemple, dans le secteur informatique, vous devez au moins viser la classe 9 et 42, voire la 38, donc on est déjà facilement à 3 classes. Voilà, donc voilà. Et alors, ce système de taxes par classe supplémentaire dès la deuxième classe s'applique non seulement au dépôt, mais également au renouvellement de marque. Alors, sachant également que, par contre, l'objectif annoncé de réduire le coût, là, se voit véritablement au niveau du renouvellement des marques. Actuellement, le renouvellement des marques communautaires est assez onéreux. Là, l'objectif, c'est de réduire, d'aligner les taxes de dépôt et les taxes de renouvellement. Donc, le coût, la réduction du coût va plutôt s'appliquer au moment du renouvellement des marques communautaires. Alors, deuxième point qui là est particulièrement important, c'est cette fameuse désignation des produits et des services. Actuellement, il y a des pratiques, c'est-à-dire plutôt jusqu'en 2012, il y avait des pratiques très diverses au sein de l'Union européenne sur la manière de désigner les produits et les services au moment du dépôt des marques. Souvent, les déposants prennent la classification de Nice et utilisent les libellés génériques de cette classification de Nice. L'INPI a toujours été vigilante sur cette utilisation des libellés génériques et souvent, même quand on prenait ces libellés génériques, il demandait des précisions considérant que ces libellés génériques n'étaient pas toujours suffisamment précis pour permettre aux tiers de définir, de savoir exactement le périmètre de protection de votre marque. Une marque est définie par son signe et par ses produits et services. Ce sont les deux éléments qui définissent votre périmètre de protection. En revanche, l'OHMI avait une approche tout à fait différente et qui était la suivante. À partir du moment où un déposant utilisait le libellé générique de la classification d'une classe de la classification de Nice, il était présumé que ce déposant avait souhaité englober tous les produits et les services qui relevaient de cette classe, dès lors que ce produit et service était dans la liste développée de la classe visée. Ceci résultait notamment d'une communication de l'OHMI du 16 juin 2003. Là-dessus est intervenu un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne de 2012 qui s'appelle IP Translator, où cette problématique d'appréciation du libellé a été examinée par la Cour de justice de l'Union européenne. Alors, que s'était-il passé dans cet arrêt ? Il y avait un déposant britannique qui avait déposé auprès de son office national une demande de marque qui était IP Translator. Il avait utilisé le libellé générique de la classe 41 qui était pour les activités, l'éducation, formation, activités de divertissement et activités culturelles, je crois. L'Office britannique a refusé cette marque en considérant que, certes, pour ce libellé générique, sa marque IP Translator n'était pas descriptive, mais par contre, comme il avait utilisé le libellé générique de la classe 41, l'Office britannique considérait qu'il avait voulu également englober tous les services qui sont dans la liste détaillée de la classe 41, dont les services de traduction.
De sorte que pour ces services de traduction qui n'étaient pas expressément visés, mais que l'Office a considéré qu'ils étaient sous-entendus, eh bien la marque devenait descriptive. Et donc l'Office britannique a refusé cette marque-là. L'affaire est allée jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne, devant laquelle a été soulevée cette distorsion d'appréciation entre l'OHMI et différents offices nationaux, tels que l'INPI. Et puis, par contre, l'Office britannique s'alignait sur l'appréciation de l'OHMI. Et la Cour de justice a rendu un arrêt qui a posé un certain nombre de règles qui sont les suivantes. La première, c'est que le libellé doit être suffisamment rédigé avec suffisamment de clarté et de précision pour que les tiers, c'est-à-dire les autorités compétentes et les tiers, les concurrents ou les autres déposants de marque, puissent savoir quelle est la portée exacte de la protection d'une marque. Ça, c'est le premier principe. Deuxième chose, la Cour de justice a dit que les indications générales des intitulés de la classification de Nice pouvaient être utilisées si elles étaient suffisamment claires et précises, sachant que certaines ne le sont pas. Donc, et là, la Cour de justice a expressément dit qu'il appartenait aux États, aux offices des États, d'apprécier toujours au cas par cas si l'indication générale utilisée la classification Nice était suffisamment claire et précise pour ou non demander des précisions supplémentaires lors de l'examen de la marque. Et là-dessus sont intervenus des communiqués officiels de différents offices, notamment de l'INPI, qui a maintenu sa position officielle en disant que certaines indications générales de l'intitulé étaient suffisamment précises, donc elles pouvaient être acceptées, mais quand elles ne l'étaient pas, le déposant, l'INPI, demandait au déposant de les clarifier. Et l'OHMI, par contre, a dû revenir sur sa communication du 16 juin 2003, qui, rappelons-le, disait que quand un déposant avait utilisé l'intitulé général d'une classification, il était supposé avoir voulu viser toute la liste des produits et services de la liste détaillée de cette classe. Et dans cette communication du 20 juin 2012, l'OHMI a précisé que l'intitulé général de la classification est possible si le demandeur précise que la demande d'enregistrement vise l'ensemble des produits et services qui sont répertoriés dans cette liste détaillée de la classe. Et après, l'OHMI a fait un certain nombre de précisions pour les marques déposées avant sa communication, les marques en cours d'examen et les marques déposées après sa communication. Cet arrêt, il a été pris en compte dans le cadre de cette réforme du paquet marque. Pourquoi? Parce que dans ces nouvelles dispositions, les modifications du paquet marque ont pris position pour savoir si on devait considérer que lorsqu'on utilise l'indication générale d'une classe de la classification Nice, le déposant avait l'intention présumée de viser tous les produits ou les services de la classe ou pas. Et là, la position est claire, non. C'est non. La nouvelle disposition dit que le libellé doit être suffisamment clair et précis et que quand on utilise les indications générales des intitulés d'une classe ou des classes de la classification de Nice, eh bien, on doit interpréter de manière littérale ces indications générales. Et on ne suppose pas, on ne présume pas que le déposant a voulu prendre tous les produits ou les services de la classe, de la liste alphabétique de la classe concernée. Donc là, la position est dorénavant très claire. De sorte que la position de l'OHMI qui laissait encore la porte ouverte, parce qu'en réalité, dans sa communication de 2012, elle avait laissé la possibilité pour les déposants de mettre une précision dans leur libellé, comme quoi ils disaient que lorsqu'ils utilisaient toute l'intitulé général d'une classe, cela devait être interprété comme quoi ils visaient tous les produits et les services de la liste.
eh bien, cette position va disparaître. Et d'ailleurs, dans la proposition de règlement sur la marque communautaire, il est fait une distinction entre les marques déposées avant le 22 juin 2012 et après le 22 juin 2012. Donc, dorénavant, pour les marques européennes, les demandeurs devront indiquer dans un délai de 4 mois si, pour leur marque déposée avant le 22 juin 2012, si, quand ils ont visé un intitulé général d'une classe, ils ont voulu viser toute la liste alphabétique ou certains produits de cette liste alphabétique et lesquels. En revanche, après le 22 juin 2012, toutes les marques déposées devront être interprétées dans leur sens littéral. Enfin, les produits et services devront être interprétés dans leur sens littéral. Donc ça veut dire que concrètement, dorénavant, pour vos marques, la classification de Nice, eh bien, utilisez-la. D'ailleurs, il est dit qu'elle a, dans les textes, qu'elle a une valeur administrative, donc ce n'est pas une valeur juridique. Utilisez-la pour vous aider, mais en revanche, ne vous limitez pas à cette classification. Rédigez vraiment votre liste de produits et services en fonction de votre projet, sachant que désormais, l'étendue des marques sera interprétée avec le sens littéral des produits et services tels que vous les avez indiqués. Troisième point sur la procédure d'enregistrement, l'examen d'office. Alors, ce n'est pas le cas à l'INPI, mais dans un certain nombre de pays, les offices examinent si il existe des droits antérieurs qui sont susceptibles de bloquer l'enregistrement d'une nouvelle marque. C'est le cas au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en République tchèque, dans un certain nombre d'autres pays. À l'inverse, c'est le cas en France, mais également en Allemagne, Autriche et d'autres pays. Les offices n'examinent pas l'existence de marques antérieures. Donc, vous déposez votre marque et l'office ne va pas vérifier si votre marque est susceptible de contrefaire une marque antérieure enregistrée. Face à cette distorsion de procédure, les nouvelles dispositions prévoient que désormais les offices doivent limiter leur examen au motif absolu de refus. Entre d'autres termes, ils ne doivent pas vérifier s'il existe des droits antérieurs susceptibles de bloquer l'enregistrement d'une marque. En revanche, il est laissé une possibilité aux offices de continuer à faire des recherches, des rapports de recherche qu'ils envoient aux déposants de marques, mais ces rapports de recherche seront désormais strictement indicatifs. Ils ne pourront pas être pris en compte pour bloquer l'examen d'une marque. Donc c'est à chacun, ce qui veut dire aussi que si vous aviez l'habitude dans certains pays de recevoir des rapports de recherche et ne pas faire des recherches préalables parce que pour dire bon bah, je dépose ma marque et en cours d'examen je sais que l'office vérifiera je vais pas faire le coup en amont, je dépose juste ma marque et s'il y a un rapport qui m'est défavorable, je retire ma marque pour limiter les coûts. Et bien désormais modifiez votre pratique parce que les offices ne feront pas le travail de vérification à votre place. C'est aux déposants de le faire en amont. Dernière chose sur la procédure d'enregistrement d'une marque, la procédure d'opposition. Vous savez, quand vous déposez une marque, il y a une phase durant laquelle les tiers peuvent s'opposer à l'enregistrement de votre marque sur le fondement au moins d'une marque antérieure. Selon les offices, ça peut être aussi des dénominations sociales, des noms commerciaux antérieurs. Le paquet marque prévoit une harmonisation de cette procédure d'opposition parce que selon les offices, selon les pays, elles sont très diverses. Alors, d'abord, une harmonisation dans le sens où désormais cette procédure est obligatoire. D'autre part, plus important pour nous auprès de l'INPI, parce qu'on ne connaît pas cette pratique, on la connaît auprès de l'OHL mais pas auprès de l'INPI, il va y avoir une généralisation de la période de réflexion de 2 mois qui est laissée aux parties pour négocier avant que l'office n'ouvre la procédure et n'examine l'opposition et les arguments des parties pour trancher. Donc désormais, quels que soient les offices, vous aurez cette procédure cooling off, période de réflexion de 2 mois.
Les textes ne disent pas si, comme devant l'OHMI, il sera possible d'étendre ou pas cette procédure de 2 mois. Donc là, je pense que ce sera à chacun des offices de définir s'il laisse la possibilité aux parties de prolonger cette période de réflexion. Et surtout, il y a une généralisation de la règle selon laquelle le non-usage de la marque antérieure qui est opposée devient un moyen de défense. Alors, on le connaît ça devant l'INPI, sauf que on a quand même une précision dans les textes qui a une influence sur notre pratique nationale et qui est la suivante. Jusqu'à présent, lorsque vous déposez une opposition contre une marque postérieure à la vôtre, le déposant de cette marque postérieure peut vous demander de rapporter la preuve de l'usage de votre marque que vous opposez dès lors que votre marque est enregistrée depuis plus de 5 ans. On sait que l'INPI parce que elle a des pouvoirs réduits, donc a des pouvoirs réduits pour apprécier la réalité ou la pertinence des preuves que vous lui apportez. Et il suffit que vous rapportiez la preuve de l'usage pour un des produits que vous avez opposé ou un des services que vous avez opposé dans le cadre de l'opposition pour que la procédure se poursuive et que la procédure aille jusqu'à son terme sans qu'il y ait blocage. Cette pratique va disparaître. Désormais, dans le projet de directive d'harmonisation, il est prévu que l'Office devra apprécier la pertinence de l'usage et surtout que le déposant devra apporter la preuve de l'usage pour chacun des produits et des services qu'il a invoqués dans le cadre de son opposition. Et s'il ne le fait pas, l'Office ne pourra examiner l'opposition que pour les produits, ne pourra examiner le bien fondé de l'opposition que pour les produits ou les services pour lesquels un usage a été rapporté. Donc, désormais, changement de pratique de votre politique actuelle sur les oppositions devant l'INPI. Nous, au sein du cabinet, on savait que la marque n'était pas forcément utilisée pour tous les produits et services, mais on pouvait rapporter la preuve pour un ou deux services. Et on y allait quand même dans l'opposition, parce qu'on pouvait faire un coup de bluff éventuellement, si le client était d'accord. Mais là, dorénavant, vous ne pouvez plus avoir cette attitude-là. Vous devez rester très prudent. Et avant de faire opposition, constituer un dossier de preuve d'usage sérieux. Voilà les modifications principales qui impactent sur la définition de la marque et les procédures d'enregistrement de marque. Je vais laisser la parole à Virginie pour les procédures de défense. Merci. Donc, je vous propose, dans un second temps, je ne sais pas ce que j'ai fait, d'envisager la clarification des droits conférés par la marque, parce que parmi les objectifs affichés tant par la proposition de directive que par la proposition de règlement figure le renforcement de la sécurité juridique et l'harmonisation des pratiques, notamment dégagées par la Cour de justice de l'Union européenne. Cela se traduit dans les propositions par la réglementation d'un certain nombre de ces pratiques, ou pas d'ailleurs. On verra que sur certains cas, les propositions prennent le contre-pied de la jurisprudence actuelle. Et l'autre axe, en termes de clarification des droits conférés par la marque, c'est que ces propositions donnent force obligatoire à des pratiques qui jusqu'alors étaient facultatives. Je vous propose donc d'envisager dans un premier temps les aspects relatifs au renforcement de la protection. Et là, on aurait pu ajouter un point d'interrogation parce que si certains points peuvent a priori apparaître comme un renforcement, on s'aperçoit que dans la pratique, ces nouvelles règles risquent de limiter le droit du titulaire sur la marque. Dans un second temps, l'élargissement des actes interdits, des actes qui aujourd'hui n'entraient pas dans le cadre de la définition de la contrefaçon sont expressément pris en considération par les propositions de directives et de règlements.
les nouvelles limites apportées aux droits du titulaire sur la marque et je terminerai par quelques recommandations. Non. Donc, le renforcement de la protection de la marque débute par un point qui est essentiel, c'est que les deux propositions prennent enfin en considération la fonction, les fonctions de la marque et notamment la fonction d'indication d'origine de la marque. Ça, c'est un point qui est essentiel parce qu'il va modifier totalement l'approche que l'on peut avoir de la contrefaçon. Encore aujourd'hui, dans les textes, si vous reprenez la définition de la contrefaçon dans le Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon se définit par deux comparaisons, la comparaison des produits et services, la comparaison des signes en conflit. Et si vous avez une identité de signe, une identité de produits et de services, vous avez une contrefaçon par reproduction. Si vous avez une similarité entre les deux signes, une similarité entre les produits et services ou une identité d'un côté, une similarité de l'autre, vous avez également une contrefaçon sous réserve de démontrer l'existence d'un risque de confusion. De la même manière, lorsque vous formez une opposition devant l'INPI à l'encontre d'une demande d'enregistrement, si vous regardez le formulaire, vous avez un raisonnement en deux étapes. Un exposé tiré de la comparaison des produits et services, un exposé tiré de la comparaison des signes, et on s'arrête là. Alors, le raisonnement est assez simple, mais cette approche ne tient pas compte de la nature même de la marque, qui, si l'on se rapporte à cette définition, reste un signe qui sert à identifier des produits et services par rapport aux autres produits et services offerts par les autres acteurs économiques. C'est avant tout un signe qui a une vocation économique. Et notamment, ce raisonnement ne permet pas d'appréhender correctement certains cas et de définir l'existence d'une atteinte ou non. Je pense par exemple à l'utilisation d'un signe qui serait déposé à titre de marque, mais utilisé par un concurrent dans son sens courant. On a une jurisprudence par exemple sur l'expression coup d'éclat qui était utilisée pour définir les qualités d'un produit cosmétique et qui n'était pas utilisé à titre de marque. De la même manière, on a eu la problématique qui a donné lieu à pas mal de litiges et de décisions, la problématique de l'utilisation d'une marque à titre de mots-clés dans le cadre du référencement payant ou naturel sur les moteurs de recherche. Est-ce que la simple comparaison des produits et services et des signes permet de conclure ou non à l'atteinte à la marque? On l'a vu avec les décisions Google rendues par la Cour de justice de l'Union européenne, non. Et donc, au fur et à mesure de ces problématiques, la Cour de justice de l'Union européenne a dégagé plusieurs fonctions et notamment la fonction d'indication d'origine qui est devenue, au regard de la jurisprudence, l'une des conditions pour qu'il y ait contrefaçon. Il ne suffit plus de démontrer l'existence d'une identité ou d'une similarité entre les signes, entre les produits et services. Il faut qu'il y ait une atteinte à l'une des fonctions de la marque, et notamment la principale, qui est la garantie de l'identité d'origine du produit ou du service marqué. Principe dégagé dans l'arrêt Canon, dans lequel la Cour de justice indique clairement que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Par la suite, la Cour a également dégagé d'autres fonctions, une fonction de publicité notamment. La marque apparaît alors comme un élément de promotion des ventes ou un instrument de stratégie commerciale, et une fonction d'investissement. La marque, c'est l'élément sur lequel on investit pour promouvoir son image auprès des consommateurs.
Décidément, j'ai pas le... Ça marche pas. Ah, non. Autre point qui a été pris en considération par la Cour de justice de l'Union européenne et qui est le corollaire de la fonction d'indication d'origine, c'est l'utilisation d'un signe identique à la marque, non pas pour désigner des produits ou des services, mais pour désigner une activité. Une activité commerciale, c'est l'utilisation à titre de dénomination sociale ou de nom commercial. Dans son arrêt Céline, la Cour de justice pose le principe selon lequel l'atteinte à la marque englobe possiblement l'usage d'un signe identique à la marque sous forme de dénomination sociale ou de nom commercial ou d'enseigne identique pour exercer une activité similaire ou identique aux produits et services pour lesquels la marque est protégée. Les deux propositions de règlement et de directive vont intégrer ces deux éléments. D'une part, l'atteinte à la fonction d'indication d'origine qui devient une condition expresse de la contrefaçon et d'autre part, l'atteinte résultant des usages à titre de nom commercial ou de dénomination sociale qui figure désormais expressément parmi les actes susceptibles de constituer une contrefaçon. La limite apportée à cette protection, c'est la question de la double identité. Alors, la double identité, qu'est-ce que c'est? C'est le cas dans lequel vous avez un signe identique utilisé pour des produits et services identiques. Et dans ce cas précis de reproduction d'un signe identique pour des produits ou services identiques à ceux protégés par la marque, la proposition de directive comme la proposition de règlement prévoit que seule doit être prise en compte la fonction d'indication d'origine de la marque. Il n'y a contrefaçon que s'il y a atteinte à la fonction d'indication d'origine, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en considération la fonction d'investissement, on ne prend pas en considération la fonction de publicité. Et cette modification doit normalement permettre d'écarter le cas des usages connexes qu'on a vu tout à l'heure, l'utilisation par exemple d'un signe dans son sens courant, l'utilisation d'un signe non pas à titre de marque mais à titre ornemental. Je pense par exemple à une jurisprudence Pretty Girl sur dans laquelle ce signe était apposé sur des vêtements pour enfants et correspondait par ailleurs à une marque déposée pour des vêtements. Il a fallu aller jusqu'en cassation pour considérer qu'il n'y avait pas contrefaçon et que le signe était utilisé à titre ornemental et ne portait pas atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque déposée. Donc, on devrait cette limite devrait permettre d'écarter certains litiges actuels. Attention toutefois, parce que cette limite qui est stricte a fait l'objet de contestations, notamment par les organismes et associations professionnelles telles que l'APRAM, qui ont dit mais attention, imposer une atteinte à la fonction d'indication d'origine de la marque lorsque vous avez un signe identique et un produit identique, ça peut être très dangereux parce qu'il y a quand même des cas qui ne sont pas licites, mais qui ne pourront plus être poursuivis sur le terrain de la contrefaçon, tel que le cas, par exemple, des importations parallèles. Aujourd'hui, on a le droit, le titulaire d'une marque ne peut pas s'opposer à ce que soit mis sur le marché de l'Union européenne un produit dont il a lui-même autorisé la mise sur le marché sur l'un des territoires de l'Union européenne. À partir du moment où il accepte la mise sur le marché de son produit marqué, le produit peut circuler librement sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle l'épuisement du droit des marques au niveau communautaire. Il existe au niveau national. Par contre, il n'existe pas au niveau international.
Le titulaire d'une marque peut très bien autoriser la position de sa marque sur un produit en Chine et interdire que ces produits soient mis sur le marché au sein de l'Union européenne. C'est comme ça que certaines entreprises développent des gammes de produits différents en fonction des régions géographiques. Si le produit pour lequel il a accordé une autorisation en Chine arrive sur le marché européen, il peut alors invoquer un acte de contrefaçon puisqu'il n'a pas autorisé cette mise sur le marché sur le territoire de l'Union européenne. Si on fait application de cette nouvelle condition de double identité, on va se trouver en contradiction puisque le produit qui provient d'Asie porte bien, est bien un produit identique à celui qui est protégé par la marque en Europe. Il porte bien sur le même signe. Donc, nous avons une double identité de signes de produits et de services. Mais je n'ai pas pour autant d'atteinte à la fonction d'indication d'origine puisque le produit, la marque désigne effectivement un produit qui a été mis sur le marché par le titulaire du droit. Pas sur le marché de l'Union européenne, mais sur le marché de manière générale. Donc ça, c'est un point qui fait actuellement débat et qui pourrait effectivement remettre en question la notion d'épuisement, d'interdiction de l'épuisement du droit international de la marque. La PRAM a également souligné la même difficulté en matière de publicité comparative, en considérant que si on doit prendre en considération l'atteinte à la fonction d'indication d'origine, eh bien, une publicité comparative, même illicite, ne pourra plus être poursuivie sur le fondement de la contrefaçon, parce que même si elle est illicite, elle désigne bien les produits et services offerts par le titulaire de la marque, et donc il n'y a pas d'atteinte à la fonction d'indication d'origine. Donc c'est un point qui reste à surveiller, notamment lorsque sera publié le texte issu de l'accord entre la Commission et le Parlement. J'ai oublié. Autre point intéressant et qui là constitue réellement un renforcement de la protection sur la marque, c'est le renforcement de la protection de la marque de renommée. Aujourd'hui, la directive prévoit pour les marques nationales que les États membres peuvent accorder une protection renforcée à la marque enregistrée qui fait l'objet d'une renommée. Alors, cette protection renforcée va se traduire par la possibilité de s'opposer à des usages, reproduction ou demandes d'enregistrement, imitation et autres, qui dépassent le principe de spécialité, c'est-à-dire qui constituent un usage pour des produits et services différents de ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Donc, la directive prévoit aujourd'hui la possibilité, si les États le souhaitent, de permettre aux titulaires de la marque de renommée de s'opposer à l'enregistrement, de demander l'annulation ou l'interdiction d'usage d'un signe identique à la marque de renommée, même pour des produits et services différents, si cet enregistrement ou cet usage tire indûment profit de la notoriété de la renommée de la marque ou porte préjudice aux propriétaires de la marque. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces dispositions ne sont pas contraignantes et n'ont pas été mises en œuvre de manière harmonisée en fonction des États. Si on prend le cas de la France, par exemple, nous avons des dispositions spécifiques au sein de l'article 713.5 qui accordent cette protection renforcée et permet aux titulaires de la marque de renommée de s'opposer à l'usage d'un signe identique pour des produits et services différents, mais nous n'avons pas de dispositions qui permettent, par exemple, de former opposition à l'enregistrement d'une marque sur le fondement d'une marque de renommée, ou nous n'avons pas de dispositions spécifiques qui permettent d'agir en nullité d'une marque postérieure sur le fondement de la marque de renommée, alors que le Code de la propriété intellectuelle prévoit le cas de la marque notoire. C'est
assez particulier, mais voilà, la marque de renommée n'a pas été prévue en tant que telle. Ces principes vont changer puisque les dispositions actuelles deviennent contraignantes et les offices nationaux devront prévoir une protection renforcée de la marque de renommée, devront permettre aux titulaires de la marque de renommée de s'opposer à l'enregistrement d'une marque postérieure, y compris pour des produits et services différents. Et de la même manière, on peut penser donc que l'article L711-4 qui vise la liste non exhaustive des droits susceptibles de faire échec à une marque postérieure devrait être modifié pour inclure expressément le cas de la marque notoire. Voilà. Sur ce point, donc, on devrait avoir une véritable avancée et à partir du moment où le titulaire d'une marque peut prétendre à une renommée, il aura tout intérêt à constituer un véritable dossier de renommée qui va lui permettre d'ouvrir son champ d'action et de protection face aux usages de signes identiques. À noter que les propositions ne prévoient pas, et c'eût été intéressant dans le cadre d'une harmonisation, mais les textes ne prévoient toujours pas de définition de la marque de renommée et donc on peut penser qu'on continuera à avoir des jurisprudences un peu divergentes en fonction des offices sur l'appréciation de la renommée en tant que telle. L'autre axe relatif à la clarification de l'objet des droits, c'est l'élargissement des actes interdits. La publicité comparative, par exemple, désormais entrera sous réserve de l'adoption de ces textes, mais en tout cas figure expressément comme étant un acte interdit est susceptible de faire l'objet de mesures d'interdiction par le titulaire de la marque, à condition de ne pas être conforme à la directive 2614 sur la publicité comparative. Voilà, c'est un point un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, très souvent, on agit en contrefaçon à l'encontre du concurrent qui fait un usage de votre marque dans le cadre d'une publicité comparative. En 2007, la Cour de justice de l'Union européenne avait été amenée à statuer sur cette question-là et considérer que le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer à l'utilisation d'un signe identique dans une publicité comparative licite, rappelant à cet égard que la publicité comparative est en principe licite et que donc l'atteinte doit s'apprécier au regard de la licéité de la publicité. De la même manière, le titulaire ne peut s'opposer à l'utilisation d'un signe similaire s'il n'y a pas de risque de confusion avec la marque. Les propositions de règlement et de directive transposent cette solution dans le cadre réglementaire et on peut dire que c'est quelque part la fin de l'action en contrefaçon à l'encontre de publicité comparative et qu'il faudra désormais non pas s'attacher à démontrer une contrefaçon, mais plutôt le caractère illicite de la publicité comparative. Alors le caractère illicite de la publicité comparative, vous avez de nombreuses conditions qui ont été transposées en droit français, notamment sous les articles L121 8 et suivants du Code de la consommation. Notamment, pour être licite, une publicité comparative ne doit pas être trompeuse, elle doit viser les mêmes biens ou services, des caractéristiques essentielles qui doivent pouvoir être vérifiables. La publicité comparative ne doit pas être le prétexte
pour tirer un profit indu de la notoriété du signe distinctif concurrent. Elle ne doit pas discréditer les produits ou la personne du concurrent. Elle ne doit pas générer de risque de confusion entre les acteurs, les signes ou les produits. Et elle ne doit pas présenter le produit objet de la publicité comme étant une contrefaçon du produit marqué. Et on s'aperçoit en réalité que l'on retrouve là les conditions dégagées par la jurisprudence en matière de contrefaçon pour apprécier l'atteinte à la fonction d'indication d'origine par l'absence de confusion entre les acteurs, les signes ou les produits, l'absence d'atteinte à la marque notoire ou de renommée que l'on va retrouver sur l'absence de profit indu de la notoriété du signe concurrent. Bien entendu, l'absence de présentation comme étant une contrefaçon, ça ne change pas grand-chose. Ce qui va changer, par contre, en pratique, c'est donc qu'on n'agira plus sur le fondement de la contrefaçon, mais bien sur le fondement du terrain de la concurrence déloyale et de la pratique illicite de la publicité. J'en arrive à l'élargissement des actes interdits, notamment dans le cadre des importations et de la circulation des produits sur le territoire de l'Union européenne. Et sur ce point-là, on a de véritables avancées. Une première avancée, notamment en matière de transit. Aujourd'hui et depuis 2011 avec les arrêts Philips et Nokia, le transit est un véritable problème pour le titulaire de la marque puisque depuis cette décision, le titulaire de la marque ne peut pas s'opposer, ne peut pas interdire ou demander la saisie de produits, même si ceux-ci sont contrefaisants, à partir du moment où ils sont uniquement en transit sur le territoire de l'Union européenne. Ils n'ont pas vocation à être commercialisés sur ce territoire-là et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une saisie. La limite reconnue par la jurisprudence, c'est-à-dire le cas dans lequel on pourrait envisager la saisie de produits en transit, c'est de rapporter la preuve d'un risque de détournement illicite de ces produits en transit en vue d'une mise sur le marché sur le territoire de protection de la marque. Et quand on en arrive à cette limite et qu'on s'interroge sur comment prouver ce risque de détournement, il faut rapporter la preuve de l'existence d'une vente, d'une offre de vente ou encore des actes préparatoires à la mise sur le marché sur le territoire. Autant dire que ce sont des preuves qui sont particulièrement difficiles à rapporter et que cette solution constitue un réel problème face aux contrefaçons en provenance de l'étranger et qui transitent uniquement, en tout cas officiellement, sur le territoire de l'Union européenne. Pour le coup, on ne va pas, les deux propositions n'entérinent pas la position jurisprudentielle, mais en prennent véritablement le contre-pied, puisque la proposition de directive dans son article 10 et de règlement dans son article 9 prévoit expressément que désormais le titulaire d'une marque pourra empêcher tout tiers d'introduire des produits dans le cadre d'une activité commerciale sur le territoire douanier de l'Union européenne ou de l'État membre si on est sur la directive avec une marque nationale, sans que ces produits soient mis en libre pratique lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque enregistrée, soit sur le territoire national pour la marque nationale, soit sur le territoire de l'Union européenne pour la future marque européenne. Donc là, on a un véritable renversement de la position actuelle qui devrait favoriser la lutte contre la contrefaçon via les opérations de transit. La proposition prend également
en considération l'évolution des pratiques économiques et notamment le développement des plateformes sur Internet qui vous permettent assez facilement, un peu trop facilement d'ailleurs au goût des titulaires de marque, d'aller acheter des produits de contrefaçon, soit sur des plateformes en langue française, soit sur des plateformes étrangères, et vous faire livrer en France de manière parfaitement paisible, puisque de toute façon, vous, en tant que particulier, n'agissez pas dans le cadre de la vie des affaires, il n'y a pas de cadre commercial, et celui qui agit à titre commercial se situe à l'autre bout du monde. Là encore, les deux propositions prennent en considération cette problématique et prévoient expressément la possibilité d'interdire l'importation sur le territoire de l'Union européenne de produits contrefaisants, qu'il s'agisse de reproduction ou d'imitation, même lorsque seul l'expéditeur des produits agit à des fins commerciales. L'objectif affiché, c'est clairement de décourager le particulier de se rendre sur une plateforme sur Internet pour acheter à moindre coût son sac de luxe qui aura l'apparence d'un sac parfaitement original s'il a un petit peu de chance. Enfin, troisième point concernant l'élargissement des actes interdits, les propositions prévoient également l'interdiction des actes préparatoires à la contrefaçon, et on vise là notamment un marché qui s'est particulièrement développé, encore une fois grâce ou à cause d'Internet, c'est la contrefaçon des étiquettes, la contrefaçon des packaging. Vous allez acheter d'un côté votre sac qui ressemble à un Vuitton, et puis de l'autre côté, vous allez acheter le sac, l'emballage seul, le ruban, l'étiquette, vous regroupez le tout et vous pouvez faire un très joli cadeau à moindre coût à votre grand-mère. Et bien ça, c'est un point qui a également été pris en considération par les deux propositions, parce que même si cela peut sembler anecdotique, une étude de 2013 a démontré que plus d'1 million de contrefaçons d'étiquettes et de packaging ont été saisies par les douanes françaises. C'est l'un des plus gros postes de contrefaçon. Le problème avec ce type de contrefaçon, c'est que même si vous faites un signalement auprès des douanes françaises, que vous produisez votre certificat d'enregistrement de marque, lorsque les douanes saisissent des produits susceptibles de constituer une contrefaçon, il va falloir que vous démontriez que les produits et services visés sont identiques ou similaires à ceux qui ont été saisis. Lorsque vous saisissez une étiquette ou une boîte en carton, vous avez intérêt à ce que votre marque déposée pour des vêtements, des sacs ou tout autre type de produits et services vise également la classe 16. Parce que si vous n'avez pas une protection en classe 16 qui vise la papeterie, les emballages papier ou autres, eh bien, la saisie effectuée par les douanes ne pourra pas prospérer. Principe d'application du principe de spécialité, comparaison des produits et services. Donc, les deux propositions de règlement et de directive prennent en considération cette problématique et prévoient la possibilité d'interdire désormais l'apposition de la marque sur une présentation, sur un conditionnement ou sur tout autre support sur lequel peut être apposée la marque, l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ses fins, l'importation ou l'exportation de ces conditionnements et supports. On n'a plus de problème de comparaison des produits et services, puisque ce qu'il va falloir désormais démontrer, c'est la probabilité d'usage du produit saisi pour conditionner ou l'associer au produit réellement visé. Le sac de luxe ou le jouet ou de manière plus dangereuse le médicament par exemple. Donc il s'agit là d'une véritable avancée également. Les deux propositions renforcent les droits des marques. Elles portent également certaines limites
aux droits du propriétaire sur la marque, ce qui s'explique notamment par le développement du marché, la multiplication des acteurs, la multiplication des marques et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, de nombreuses marques sont déposées, pas nécessairement exploitées, sont déposées, ont une validité discutable, mais bon, on se dit que la marque, enfin l'action en nullité coûte cher, donc je peux toujours déposer et puis on verra bien si un jour on m'assigne en nullité. Et cette problématique est également prise en considération par les propositions de refonte du droit des marques, en prenant notamment, en visant notamment expressément le fait que les droits conférés par la marque le sont sans préjudice des droits antérieurs. Donc là, en pratique, c'est quelque chose qui était reconnu par les tribunaux, mais on a là un alignement avec les accords ADPIC et les propositions de texte prévoient expressément que le droit sur la marque ne fait pas échec à l'existence de droits antérieurs sur le signe. Les textes prévoient également une limitation des effets de la marque. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas opposer votre droit sur la marque à l'utilisation, par exemple, du patronyme d'une personne dès lors que celui-ci l'utilise de bonne foi, même s'il le fait dans le cadre de la vie des affaires. Vous ne pouvez pas non plus vous opposer à l'utilisation de votre marque pour désigner la destination d'accessoires ou de pièces détachées. Voilà. Et là encore, il faut être de bonne foi, ne pas porter atteinte ou préjudice aux droits du propriétaire sur la marque. Ce sont des exceptions qui sont strictement encadrées. Les deux propositions de texte assouplissent considérablement ces limitations, puisque l'inopposabilité est étendue aux usages de signes ou d'indications qui ne sont pas distinctifs. C'est une position qui semble assez logique, puisque de toute façon, par définition, un signe qui n'est pas distinctif devrait pouvoir faire l'objet d'une annulation. La marque n'est pas non plus opposable aux usages pour désigner les produits et services du titulaire, en particulier lorsque cet usage est nécessaire. Et là, on a une consécration de la pratique, par exemple, de la publicité comparative licite, mais également une consécration de la possibilité d'utiliser la marque d'un concurrent à partir du moment où je ne porte pas atteinte à sa fonction d'indication d'origine. On n'est plus uniquement dans le cadre de la référence nécessaire pour des pièces détachées, pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service. L'usage nécessaire devient uniquement un cas particulier de cette exception. Donc, quelques recommandations au regard de ces nouveautés envisagées. Repenser tout d'abord la politique de défense de la marque et ne plus raisonner uniquement en termes de produits et services, mais bien avant tout en termes d'atteinte aux fonctions de la marque et notamment à la fonction d'indication de l'origine de celle-ci. Construire la renommée de sa marque est également un point qui semble essentiel pour les sociétés qui ont des marques connues et qui vivent sur la présomption de cette connaissance par le public. Souvent, on se dit, ma marque est connue, elle a du succès, et je m'arrête là. Aujourd'hui, ces propositions nous conduisent à vous dire, ça ne suffit pas, construisez votre dossier de notoriété, votre dossier de renommée, parce que derrière, vous allez pouvoir bénéficier d'une protection beaucoup plus large, notamment lorsque des produits et services sont différents, notamment lorsque vous allez vouloir former opposition à une demande d'enregistrement. Voilà. Et enfin, surveiller les usages qui seront faits par la concurrence et par les consommateurs, puisque les nouvelles dispositions ouvrent le champ d'action et le champ des actes que vous pouvez, en qualité titulaire
de la marque interdire. De nouveaux moyens d'action proprement dit sont également envisagés. Je vous propose d'aborder le cadre actuel, les propositions de réforme et les conséquences avec quelques recommandations, étant précisé que ces nouveaux moyens d'action visent uniquement les marques nationales puisque les procédures envisagées existent déjà s'agissant de la marque communautaire. Et je vise là les actions en déchéance ou en nullité sans passer par l'action judiciaire. Aujourd'hui, lorsque vous avez une marque enregistrée, on vous délivre un titre, c'est un droit de propriété et ce droit, votre marque est présumée valable jusqu'à ce qu'un tribunal en décide autrement, jusqu'à ce qu'un tribunal décide que votre marque est nulle ou que vous devez être déchu de vos droits sur cette marque parce qu'elle n'a pas été exploitée pendant 5 ans. La remise en cause de la validité de la marque ou de son usage est donc uniquement possible pour les marques nationales par la voie judiciaire. Pour les marques communautaires, par la voie judiciaire à titre principal ou de manière conventionnelle, on vous assigne en contrefaçon, vous demandez en conséquence la nullité de la marque, mais également par la voie administrative à titre principal. Et c'est ce point-là qui, aujourd'hui, n'existe pas dans notre réglementation nationale et qui est prise en considération, qui va devenir obligatoire au niveau national. Donc, l'introduction de 2 nouvelles procédures administratives, une procédure de déchéance et une procédure de nullité. Ce sont des procédures qui devraient être plus ou moins calquées sur le principe de la procédure d'opposition à enregistrement, c'est-à-dire des procédures qui seront administrées directement par les offices d'enregistrement et qui devraient permettre d'obtenir une décision plus rapide et moins coûteuse qu'une action en justice. Pour la procédure de déchéance, donc pourront faire l'objet d'une demande de déchéance devant les offices nationaux les marques qui n'ont pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de 5 ans. On retrouve là la condition qui existe actuellement pour la déchéance d'une marque devant les tribunaux. Elle est transposée cette fois-ci devant les offices nationaux. Il est également possible de demander la déchéance d'une marque devenue générique ou devenue trompeuse. D'où l'intérêt, on va le voir, de surveiller les usages qui sont faits par les tiers de votre marque, notamment la marque renommée qui est utilisée à tort et à travers, et notamment à titre générique par les tiers. Il faudra veiller à s'opposer à ces types de pratiques parce que c'est la porte ouverte à une procédure de déchéance, non plus devant un tribunal, mais purement et simplement en remplissant un formulaire adressé à l'INPE. De la même manière, les offices nationaux devront mettre en place une procédure permettant de demander devant les offices de propriété industrielle la nullité d'une marque enregistrée. Et là, on retrouve de la même manière les conditions de nullité qui existent actuellement devant les tribunaux, à savoir les motifs absolus. Je demande la nullité d'une marque parce que je considère qu'elle n'est pas distinctive, je considère qu'elle est déceptive ou je considère qu'elle porte atteinte à ma marque antérieure. On va retrouver comme moyen de défense, le moyen de défense évoqué par Anne-Sophie tout à l'heure dans le cadre de l'opposition, c'est le non-usage. Lorsque quelqu'un agit en nullité de votre marque enregistrée sur le fondement de votre marque, d'une marque antérieure, vous pourrez demander à ce que le titulaire de cette marque antérieure justifie de l'usage réel et sérieux de cette marque pour l'ensemble des produits et services qui vous sont opposés, et s'ils ne le font pas, la demande de nullité ne sera examinée qu'au regard des produits et services pour lesquels un usage aura été rapporté. Voilà. Donc,
Les avantages de la mise en place de ces deux procédures, ce sont les avantages affichés, annoncés dans la proposition de directive, à savoir la rapidité. On peut obtenir une décision de l'INPI en quelques mois, alors que, objectivement, aujourd'hui, obtenir une décision de justice, il faut compter au minimum 1 an. Autre avantage, le coût, puisque vous pouvez agir sans passer par un mandataire devant l'INPI. La procédure est moins longue. Donc, ce sont deux avantages qui sont certains. Corollaire de ces avantages, ce sont les risques d'augmentation des demandes de déchéance ou de nullité de la part de la concurrence notamment. Aujourd'hui, avant d'engager une action à titre principal en nullité de la marque d'un concurrent parce que je veux adopter un signe proche, je vais quand même réfléchir longuement parce que si je le fais, il y a des chances pour qu'on m'oppose des demandes conventionnelles sur la contrefaçon. Et puis en plus, je sais que je m'engage sur une procédure qui va durer au minimum 1 an. Demain, avec ces types de procédures, je peux très bien décider de faire le ménage sur les signes qui m'intéressent, de demander la nullité ou la déchéance des marques de mon concurrent, simplement par une procédure administrative. Donc, on a une véritable remise en cause d'un titre de propriété par la voie administrative, sans décision judiciaire ni garantie associée. Et là, il faut être particulièrement vigilant parce que aujourd'hui, en l'état des textes actuels, il faudra voir de quelle manière seront transposées ces procédures. On n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir dans quelles conditions et comment seront appréciées ces demandes de déchéance ou de nullité. Par exemple, si on forme une demande de nullité de ma marque devant l'INPI, est-ce que je peux me défendre en allant assigner par la voie judiciaire le demandeur sur le fondement de la contrefaçon de ma marque? Qu'advient-il de la procédure administrative par rapport à la procédure judiciaire? Donc, pour l'instant, on ne sait pas trop. On n'a pas, en tout cas, d'éléments dans la proposition du texte. De la même manière, on ne sait pas encore, ne figure pas dans les textes, les voies de recours qui seront ouvertes à ce type de décision qui sont quand même importantes en termes de conséquences juridiques et économiques pour le titulaire d'une marque. Alors, est-ce qu'on sera sur la voie d'un recours du type recours contre les décisions de l'INPI, auquel cas, attention, on perd un degré de juridiction parce qu'on va se retrouver directement devant la cour d'appel pour statuer sur la validité d'une marque, ou est-ce qu'on sera plutôt sur un recours du type contestation des décisions rendues par l'UDRP ou Cirelli sur les noms de domaine, à savoir que l'introduction d'une action judiciaire suspend la décision rendue par l'administration et on agit là devant le tribunal, puis devant la cour d'appel. À mon sens, on devrait plutôt s'orienter sur un recours de type opposition, puisque logiquement, la décision qui sera rendue sera une décision du directeur de l'INPI. Donc, ce qui peut être d'autant plus dangereux pour les titulaires de marque. D'où les recommandations suivantes. Pour les nouveaux dépôts, il convient de sécuriser la demande au regard des risques d'annulation ultérieure. Je renvoie là notamment à la présentation d'Anne-Sophie sur la détermination précise des produits et services qui seront visés par la marque. Parce que si je suis un peu floue ou si je suis à côté, eh bien, je risque de voir un concurrent solliciter l'annulation de ma marque ou sa déchéance. Pour les marques déposées ou faiblement distinctives, anticiper la preuve de l'acquisition d'une distinctivité par l'usage.
c'est par la constitution de dossiers de sondage auprès des consommateurs qui démontrent que même si ma marque n'était pas très distinctive lorsque je l'ai déposée, aujourd'hui, elle m'identifie, elle identifie bien mes produits et services par rapport à ceux de la concurrence et anticiper les actions en déchéance dès l'expiration du délai de 5 ans qui suit l'enregistrement de la marque par la constitution d'un dossier de preuve d'usage et lorsque nous formulons cette recommandation, c'est vraiment une recommandation pratique et réelle parce que très souvent, nous avons des dossiers dans lesquels nos clients, on alerte le client sur le risque de déchéance et il nous dit « mais non, ma marque est exploitée » et lorsqu'on leur demande les preuves de cette exploitation, on s'aperçoit que le signe est exploité à titre de non commercial ou pour des produits et services qui ne sont pas visés dans le libellé ou comme nom de domaine, mais pas comme marque. Et par expérience, la demande de déchéance est une arme redoutable face aux actions en contrefaçon. Donc, à partir du moment où il sera possible de demander une déchéance avant même d'être assigné, je pense que cette procédure risque de faire des dégâts assez importants et en même temps de libérer peut-être les registres. Voilà. Et enfin, gérer le succès de la marque, réagir aux usages génériques, s'opposer à l'utilisation générique de votre marque en faisant savoir qu'il s'agit d'une marque déposée, qu'elle est protégée. Demander en tout cas à ce qu'elle soit mentionnée comme étant une marque enregistrée. Les dispositions prévoient d'ailleurs à ce titre dans la directive la possibilité pour le titulaire d'une marque de demander notamment au dictionnaire de préciser que le terme figurant, correspondant à la marque, correspond à une marque enregistrée et protégée. La demande du titulaire de la marque. Oui.